Il y a quelque chose d'inquiétant que presque personne ne te dit. Ton cerveau n'est pas conçu pour t'obéir. Il n'est pas cassé. Il n'est pas paresseux. Il n'est pas ton ennemi. Mais quand tu lui demandes d'étudier, de se concentrer ou de commencer quelque chose de difficile, il résiste. Et il le fait de manière silencieuse. Il te fait douter. Il te fatigue avant même de commencer. Il remplit ta tête d'excuses qui paraissent raisonnables. Ce n'est pas le meilleur moment. Je commence plus tard. Aujourd'hui, je ne suis pas performant. Et le plus dangereux, c'est que tu crois que cette voix, c'est toi. Mais ce ne l'est pas. C'est ton cerveau qui essaie de conserver de l'énergie. Maintenant, pense à ceci. Si ton cerveau décide quand agir, qui est réellement aux commandes ? Voici ce qui est dérangeant. Les personnes les plus disciplinées n'ont pas un cerveau différent du tien. Elles ont un cerveau entraîné. Elles n'attendent pas que leur esprit en ait envie. Elles ne négocient pas. Elles ne discutent pas. Elles exécutent, et avec le temps, quelque chose change. Le cerveau apprend à obéir. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau résiste, ce qui se passe exactement en toi quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, et comment l'entraîner à agir même quand il n'en a pas envie. Pas à partir de la force de volonté, pas à partir de la motivation, mais à partir du fonctionnement réel de l'esprit humain. Parce qu'une fois que tu comprends cela, tu arrêtes de te battre contre toi-même. Mais voici l'essentiel. Si tu ne comprends pas pourquoi ton cerveau s'oppose au démarrage, tout le reste échoue. Et c'est ce que nous allons démonter maintenant. Il y a quelque chose que tu dois comprendre avant d'essayer de contrôler ton esprit. Ton cerveau ne déteste pas l'effort, il déteste le début, pas les études, pas le travail, pas la difficulté en soi. Le moment qui consomme le plus d'énergie n'est pas de continuer, c'est de commencer. C'est pour ça que penser à étudier t'épuise plus que d'étudier 5 minutes. C'est pour ça qu'ouvrir le cahier pèse plus que d'écrire une fois qu'il est ouvert. C'est pour ça que la première minute paraît éternelle et que la suivante passe en un éclair. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est de l'inertie. Ton cerveau fonctionne comme une machine conçue pour économiser de l'énergie. Tant que tu restes immobile, tout changement est perçu comme une menace. Non pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il est incertain. Et le cerveau déteste l'incertitude. Voici l'essentiel. Quand tu es sur le point de commencer quelque chose de difficile, ton cerveau passe en mode protection. Il commence à évaluer, à comparer, à chercher des issues, pas pour t'aider, mais pour éviter la dépense initiale. C'est pour ça que surgissent des pensées comme « mieux vaut plus tard ». Ce n'est pas le meilleur moment. Quand j'aurai plus d'énergie. Ce ne sont pas des excuses conscientes, ce sont des réflexes automatiques. Et c'est là que la plupart font une erreur. Ils interprètent dans cette résistance comme un signal. Ils croient que cela signifie « ce n'est pas pour moi » ou que quelque chose ne va pas. Mais non, cette résistance n'est pas un message, c'est une friction mécanique. Comme pousser une roue énorme à l'arrêt. La roue ne résiste pas parce qu'elle est mauvaise, elle résiste parce qu'elle est immobile. Et voici le tournant que presque personne ne comprend. Ton cerveau change d'état seulement après avoir commencé, pas avant. Quand tu démarres une action, aussi petite soit-elle, quelque chose se réorganise. L'esprit cesse d'évaluer et passe à l'exécution. L'incertitude diminue, la tension se stabilise. La résistance perd de la force, non pas parce que la tâche devient facile, mais parce qu'elle n'est plus future. Elle est maintenant présente, et cela explique quelque chose de fondamental. Bien souvent, tu te sens mieux pendant le travail qu'avant de commencer, parce que le problème n'a jamais été la tâche, c'était le début. Mais alors surgit une question troublante. Si le cerveau ne coopère qu'après avoir commencé, comment commence-t-on quand il n'en a pas envie ? C'est là qu'entre en jeu le véritable entraînement. Et ça, c'est ce que nous allons démonter dans la prochaine partie. C'est ici que tout commence à changer. Si ton cerveau ne coopère qu'après avoir commencé, alors la bonne question n'est pas « comment trouver l'envie ?» La vraie question est une autre. Comment commencer sans négocier ? Parce qu'à chaque fois que tu doutes, à chaque fois que tu discutes avec toi-même, à chaque fois que tu essayes de te convaincre, tu entraînes ton cerveau à résister. Ton cerveau apprend vite, il apprend qu'il peut retarder, qu'il peut poser des conditions, qu'il peut éviter l'effort s'il insiste suffisamment, mais il apprend aussi l'inverse. Quand tu commences sans demander la permission, quand tu agis avant de te sentir prêt, quand tu fais le premier pas, même sans en avoir envie, le cerveau reçoit un signal très clair. Ça ne se discute pas. Et ce signal change tout. Voici le principe clé. Le cerveau n'obéit pas aux arguments, il obéit aux schémas répétés. Peu importe ce que tu promets. Ce qui compte, c'est ce que tu fais,
encore et encore. C'est pour ça que la force de volonté échoue, parce qu'elle dépend de l'état émotionnel, et l'état émotionnel est instable. Les schémas, en revanche, sont prévisibles. Et le cerveau aime ce qui est prévisible. Quand tu répètes le même démarrage, à la même heure, au même endroit, avec le même premier geste, le cerveau cesse de demander « pourquoi ?» et passe directement à « et ensuite ?» C'est ça, l'objectif. Pas te motiver, pas t'inspirer, pas te convaincre. Éliminer la décision, parce que décider épuise, exécuter non. C'est pour ça que les personnes disciplinées paraissent automatiques. Non pas parce qu'elles ne ressentent pas de résistance, mais parce qu'elles ne l'interprètent plus comme quelque chose d'important. Pour elles, la résistance est un bruit de fond, pas un ordre. Et voici quelque chose de troublant. À chaque fois que tu commences sans négocier, ton cerveau perd un peu de pouvoir. Et toi, tu gagnes du contrôle. Mais ce principe ne fonctionne que si le début est suffisamment petit. Trop grand et le cerveau panique, trop vague et il n'y a pas de signal clair. Le bon début ne cherche pas à avancer, il cherche à activer. Et cela nous amène à la partie la plus sous-estimée de la discipline, le premier mouvement. Ce mouvement minimal qui change complètement l'état mental. Et c'est exactement ça que nous allons disséquer maintenant. C'est ici que la discipline cesse d'être une idée et devient quelque chose de physique. Parce que entraîner ton cerveau ne commence pas par un grand changement. Ça commence par un geste minimal, un geste si petit que ton cerveau ne peut pas le refuser. La plupart des gens échouent ici parce qu'ils essaient de commencer correctement. Ils veulent avancer beaucoup, ils veulent ressentir du progrès, ils veulent justifier l'effort, mais cette approche active la résistance. Le cerveau ne craint pas le travail, il craint ce qui paraît coûteux vu de l'extérieur. C'est pour ça que le premier mouvement ne doit pas impressionner, il doit passer inaperçu, ouvrir le cahier, s'asseoir, écrire une seule ligne, pas pour avancer, pour briser l'inertie. Parce qu'au moment où le corps se met en mouvement, le cerveau s'adapte, il cesse d'évaluer, il cesse de négocier et il change de mode. Voici le point critique. Le cerveau ne fait pas la différence entre commencer petit et commencer sérieusement. Pour lui, commencer, c'est commencer. Et une fois que le début a eu lieu, la tâche cesse d'être future. Maintenant, elle est en train de se produire. C'est pour ça qu'après le premier geste, quelque chose de curieux se produit. Pas de l'euphorie, pas de la motivation, quelque chose de bien plus silencieux, puisque je suis déjà là. Cette pensée n'est pas de la magie, c'est de la chimie. C'est le cerveau qui entre en mode exécution. C'est là que beaucoup se trompent à nouveau. Ils croient qu'il faut profiter de l'élan. Mais non, l'objectif n'est pas de donner le maximum. C'est de maintenir le système en vie. 5 minutes comptent, un paragraphe compte, même s'arrêter tôt compte, parce que ce que tu entraînes, ce n'est pas la productivité, c'est l'obéissance. Chaque fois que tu complètes le début, tu renforces une identité, celle de quelqu'un qui agit même quand il n'en a pas envie. Et ça, répété dans le temps, change complètement la relation avec ton esprit. Mais il reste encore une dernière pièce, une pièce qui explique pourquoi cela fonctionne sur le long terme. Et c'est là que tout devient inévitable. C'est ici que presque personne n'arrive, parce que la majorité reste bloquée dans l'intention, dans le « je vais essayer », dans le « cette fois, oui ». Mais la vraie discipline ne vit pas là. Elle vit dans quelque chose de bien plus silencieux. Chaque fois que tu commences sans en avoir envie, chaque fois que tu agis sans négocier, chaque fois que tu fais le minimum, même quand ça ne te tente pas, ton cerveau prend note. Pas de ce que tu ressens, de ce que tu fais. Et peu à peu, il commence à mettre à jour l'image qu'il a de toi. De quelqu'un qui doute à quelqu'un qui répond. De quelqu'un qui dépend de son état émotionnel à quelqu'un de prévisible avec lui-même. C'est le point qui change tout. La discipline cesse d'être quelque chose que tu essaies et devient quelque chose que tu es. Tu ne te demandes plus si aujourd'hui tu vas tenir. Tenir devient la norme, pas parce que tu es rigide, pas parce que tu es parfait, mais parce que ton identité n'est plus en discussion. Ça ne veut pas dire que la résistance disparaît. Elle est toujours là. La différence, c'est qu'elle ne commande plus. Avant, chaque séance était un combat intérieur. Maintenant, c'est une transition. Tu t'assois, tu commences, tu exécutes, sans drame. Et voici quelque chose d'important. Ce type de discipline ne te rend pas extrême. Il te rend flexible, des jours forts, des jours minimum, mais jamais zéro. Parce que l'objectif n'est plus de te sentir bien, c'est de maintenir l'accord avec toi-même. Et cet accord crée quelque chose de très rare aujourd'hui, une confiance intérieure.
Pas de l'euphorie, pas du hype, de la stabilité. Tu sais que tu peux compter sur toi-même quand tu n'en as pas envie. Et ça, sur le long terme, fait une différence énorme. Pendant que d'autres attendent de se sentir prêts, toi, tu es déjà en mouvement. Pendant que d'autres discutent avec leur esprit, toi, tu exécutes. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu as entraîné quelque chose que presque personne n'entraîne. Et quand tu comprends ça, la discipline cesse d'être un combat quotidien et devient un avantage silencieux. C'est ici que tout se sépare définitivement. Parce qu'au final, la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués ne se trouve pas dans l'intelligence, ni dans le talent, ni même dans l'ambition. Elle se trouve dans ce qu'ils font quand ils ne ressentent rien. La plupart des gens passent leur vie à attendre le bon moment, le jour avec plus d'énergie, la semaine avec moins de stress, l'état mental idéal. Ce moment n'arrive presque jamais, et pendant qu'ils attendent, ils justifient l'inaction avec des idées qui paraissent raisonnables. Je ne veux pas mal faire. Quand j'aurai plus envie, je commencerai sérieusement. Là, je ne suis pas performant. Mais la vraie discipline n'attend pas des conditions parfaites. Elle agit même quand le contexte est médiocre. Pas parce qu'elle est héroïque, mais parce qu'elle est pratique. Voici l'avertissement le plus important de tout le processus. Si tu continues à attendre la motivation pour agir, tu entraînes ton cerveau à se mettre en mouvement uniquement quand l'émotion pousse. Et cela te rend réactif, dépendant, inconstant, toujours en train de commencer et d'abandonner. À l'inverse, quand tu agis même sans en avoir envie, quelque chose de silencieux mais de décisif se produit. Tu commences à construire une confiance avec ton moi futur. Chaque fois que tu commences sans négocier, tu lui envoies un message clair « Tu peux compter sur moi ». Cette confiance ne se ressent pas comme quelque chose de spectaculaire, pas d'euphorie, pas de hype. Elle se ressent comme de la stabilité. Et un jour, presque sans t'en rendre compte, quelque chose de très important arrive. Tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu n'as plus besoin de discours intérieur. Tu n'as plus besoin de motivation. Tu commences parce que commencer fait partie de qui tu es. La discipline cesse d'être une bataille et devient un avantage silencieux. Pendant que d'autres discutent avec eux-mêmes, toi, tu es déjà en mouvement. Pendant que d'autres attendent de se sentir prêts, toi, tu construis. Et dans quelques mois ou dans quelques années, ce ne sera pas la motivation qui fera la différence. Ce sera cette identité calme, répétée, inévitable, qui s'est formée chaque fois que tu as agi alors qu'il n'y avait aucune raison émotionnelle de le faire. C'est ce type de discipline qui ne se brise pas. Parce qu'elle ne dépend pas de ce que tu ressens aujourd'hui. Elle dépend de qui tu as décidé d'être. Il y a quelque chose que presque personne ne mentionne quand on parle de discipline. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la rigidité, ce n'est pas la pression. C'est le silence. Le silence qui apparaît quand tu n'as plus besoin de te convaincre, quand tu ne discutes plus avec toi-même, quand tu ne négocies plus, quand tu n'attends plus de ressentir quelque chose de différent. Tu fais simplement ce qu'il faut faire, pas parce que c'est facile, mais parce que ce n'est plus un problème. L'esprit cesse de faire du bruit quand il comprend que la décision est déjà prise. Et ce silence est profondément stable. Pas d'euphorie, pas de précipitation, pas de lutte, juste de la continuité. Tu t'assois, tu commences, tu avances, des bons jours, des jours normaux, des jours minimum, mais toujours quelque chose. Et avec le temps, tu te rends compte de quelque chose de curieux. Tu ne penses plus à la discipline, tu ne l'analyses plus, tu ne la poursuis plus, elle est là, soutenant tout le reste. Pendant que d'autres continuent d'attendre de se sentir prêts, toi, tu n'as plus besoin de ressentir quoi que ce soit, parce que ton cerveau a appris quelque chose de simple. Quand toi, tu décides, lui, il accompagne. Et à ce stade, il n'y a plus rien à pousser. Tout s'écoule en silence.